propose de corriger l'exercice 3 de deux façons différentes, une approche non matricielle et une approche matricielle. Alors, bon, pour la question A, c'est toujours la même chose. Vous pouvez contourner la définition de linéaire. Il suffit d'observer que chacune des composantes ici est combinaison linéaire des composantes x, y, z, t, v. On l'écrit, c'est fait, ça justifie que f est linéaire. Pour la question suivante, il faut connaître un résultat du cours. Une application linéaire bijective, on dit qu'elle conserve les dimensions. Ça veut dire que l'image d'un SEV de dim fini va être un SEV de même dimension. Donc là, R5, en fait, si f était bijective, la dimension de la source serait égale à la dimension de l'arrivée, parce que f de R5, ça serait égal à R carré, et ça devrait être de même dimension si c'était bijectif. Donc ça peut donner une rédaction de ce type-là, toute simple. Si j'arrive à coller, voilà. C'est que si f était bijective, on aurait la dimension de la source égale à la dimension de l'arrivée. Résultat à connaître. Et comme 5 est différent de 2, f n'est pas bijective. Passons au noyau. Je vous conseille d'aller chercher vos données dans ce schéma, donc toujours d'avoir ce schéma sous les yeux. Vous devez vous rappeler que le noyau vit dans la source et que l'image, elle, vit à l'arrivée. Donc KRF, quand je l'écris de manière ensembliste, j'écris mon accolade, je fais du langage maths précis et je déclare, eh bien vous voyez, je m'aide de ce qui est déclaré dans l'application. Je vais chercher le x, y, z, t, v formel qui était à la source de f. Donc là, hop, je m'inspire du schéma pour déclarer mes variables. Il y a x, y, z, t, v ici, c'est ce que je vais mettre. Et bien sûr, je précise qu'on est dans R5. Et après, qu'est-ce que je dois mettre? Eh bien, je dois mettre que l'image de ce x, y, z, t, v est égale à 0. Ça me donne un système. Et donc, déterminer qu'Rf, ça va simplement consister à résoudre le système si on passe par cette version ensembliste. Le système, je vous l'ai écrit ici, il est déjà échelonné par la droite, vous voyez. Donc par défaut, vous pourriez prendre V et T inconnu principal. Ça veut dire que vous allez reformuler V et T avec les autres inconnus dites secondaires, X, Y, Z. Mais je peux changer de principal. Ce qu'il faut, c'est que j'en ai toujours deux bien choisis. Donc par exemple, je peux laisser V et je peux prendre Z, qui est plus agréable que T parce que ça évite de diviser par 2. Donc si je fais ce choix-là, eh bien, je vais écrire que Z, c'est 2t moins x, puis V égale moins x moins 2y. Et comme ça, KRF, eh bien, x, y, z, t, v, ça devient un quintuplet qui s'écrit uniquement avec les inconnus secondaires x, y, t dans R. Le reste, vous connaissez, je ne vais pas y passer trop de temps, c'est la méthodologie habituelle. À partir d'un ensemble type condition, on vient de produire un forme type. Et à partir de ce forme type, eh bien, on fait apparaître des combis linéaires, x, y, t dans R. Il ne faut pas oublier que c'est toujours un ensemble ici. Donc RF égale accolade, le plus. Et puis à partir des combis linéaires, on voit apparaître un vecte. Et dans le vecte, je vois une famille que je déclare ici. Et cette famille, elle est génératrice de KRF, puisque toute famille est génératrice de son vecte, et que ici le vecte c'est le ker. Et en plus, elle est visiblement libre car échelonnée en coordonnées, vous voyez, par la gauche. Pas de 0, 1, 0, 2, 0. Donc famille génératrice de KRF, libre, donc c'est une base de KRF. Une première mission remplie, j'ai bien déterminé le noyau. Alors, pour déterminer IMF, j'ai plein de possibilités. Sachant que la méthode matricielle, je la ferai dans une deuxième vidéo. Mais même là, à ce stade, vous avez plein de possibilités sans utiliser les matrices. Donc, quel choix? Je vous rappelle, si on réfléchit un petit peu, que IMF, vous avez la possibilité de l'écrire en ensemble. C'est l'ensemble des f de x, y, z, t, v. Et donc, si vous avez votre schéma sous les yeux, vous écrivez IMF en forme type. Mais vous avez aussi la possibilité d'écrire IMF comme un vecte. Il suffit de choisir une base au départ. J'ai pris la base canonique, E1, E2, E3, E4, E5. Et je sais que IMF, c'est vecte des images, des vecteurs de ma base. Et enfin,
je sais que IMF, il est intimement lié au noyau avec le théorème du rang. Or, je viens de faire le noyau. Donc, qu'est-ce qu'on choisit dans un exo comme ça? Bien évidemment, on commence par le théorème du rang. Ça va nous donner une info importante et peut-être que ça suffira. Donc là, j'écris le théorème du rang. C'est mon choix. Ce serait dommage de ne pas exploiter, vous voyez, la dimension du noyau. La dimension de la source, R5, est égale au rang de F, donc la dimension de l'image, plus dimker F. Et comme dimker F vaut 3, eh bien vous récupérez que le rang de F, c'est 2. Donc là, déjà, vous voyez, si vous voulez connecter ça avec cette écriture de IMF en tant que vecte, on comprend qu'il faudrait réduire les vectes. Mais finalement, c'est pas ça le bon réflexe. Une fois que vous avez la dimension de IMF, il faut absolument comparer IMF à votre espace d'arrivée. C'est un réflexe. IMF, il est SEV de R carré. Comme il est de dimension 2, c'est fini. Si IMF est SEV de R carré et de même dimension que lui, c'est qu'il est égal à R carré. Et donc, si je veux une base de IMF, je prendrai la base canonique de R carré habituelle. Enfin, vous voyez, je l'ai déterminé, mon IMF. C'est pas un SEV au hasard de l'espace d'arrivée. Il est exactement égal à l'espace d'arrivée. Donc ça, c'est un petit automatisme. Vous avez le rang, vous comparez l'image et l'arrivée. Donc IMF égale R carré, puisque c'est un SEV de R carré qui a la même dimension que lui. Et donc on va considérer que vous avez déterminé IMF. À bientôt dans une autre vidéo pour voir l'approche matricielle.